Bonjour à tous, je suis content de participer avec vous, même si c'est malheureusement à distance, à cette belle journée organisée par le CEGEC de Nanterre. Je suis heureux qu'Augustin et Marjolaine aient pris les rênes de cette manifestation avec une entrée sur la vulnérabilité qui ne m'étonnera pas, bien sûr, venant en particulier d'Augustin qui a longtemps travaillé sur le thème du handicap, et avec cette ouverture à la fois européenne et comparée, le pédigré du CEGEC, mais également dans sa dimension internationale. Et je retrouve là, évidemment, un des très beaux traits caractéristiques de l'Université de Paris-Nanterre. Mon propos sera relativement bref. Je voudrais, de manière un peu à la façon d'un pas de côté, essayer d'introduire une dimension de globalisation dans le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler comme spécialiste de la vulnérabilité au sens commun et général du terme. Je vais essayer d'introduire dans la thématique du droit global ou des approches globales la question de la vulnérabilité. Pour ça, je vais me centrer sur une acception de la vulnérabilité qui est le défaut de mobilité. C'est quelque chose que l'on lit et qui est travaillé. On peut considérer en effet qu'un défaut de mobilité traduit une forme de vulnérabilité. Et je vais prendre un seul exemple. Dans le mouvement des Gilets jaunes, des auteurs ont analysé le phénomène, notamment en termes de défaut de mobilité, expliquant qu'un certain nombre de personnes, par leur situation géographique, leurs conditions économiques et sociales, étaient privés des moyens d'accès à la circulation qui leur permettent normalement de bénéficier de toutes les potentialités et que ce défaut de mobilité traduisait un état de vulnérabilité. Donc je vais retenir cette acception assez étroite de la vulnérabilité, encore une fois le défaut de mobilité, que je vais focaliser sur la question, encore une fois, de la globalisation et du droit dans la globalisation, avec l'interrogation suivante: est-ce que le défaut de mobilité dans un environnement global est de nature à être traduit dans la règle de droit ou dans la manière de pratiquer la règle juridique? Cette vulnérabilité, défaut de mobilité des acteurs dans la globalisation peut être saisie soit de manière très générale à propos des acteurs vulgaires, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialement juristes, mais on peut aussi essayer de placer la focale sur la vulnérabilité propre aux juristes. Alors je m'explique. Dans un environnement global, vous avez des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de dimension locale, nationale, internationale, des acteurs de dimension purement individuelle, des individus ou des groupes. Dans cette palette très large d'acteurs, vous avez toujours un risque de vulnérabilité, c'est-à-dire d'être en présence d'un acteur qui n'y dispose pas des moyens nécessaires pour exercer une pleine mobilité dans un environnement global. Je vais prendre quelques exemples. On peut imaginer d'abord ce qu'on appelle en anglais le weak state, c'est-à-dire l'état en position de faiblesse, qui n'a pas accès à tous les ressorts du droit international dans les différentes arènes de ce droit. Je peux aussi prendre l'exemple du simple individu qui n'a pas l'accès aux droits des law firms qui peuvent défendre des cas internationaux quand notamment des acteurs plus puissants comme des entreprises multinationales sont en cause. Voilà des exemples d'acteurs de la vie presque de tous les jours, des droits publics ou de droits privés qui peuvent être, par leur défaut de mobilité, être placés en situation de vulnérabilité dans la globalisation. Je voudrais aussi me positionner du côté du juriste et me demander, de manière un peu introspective, si le juriste lui-même parfois n'est pas dans cette situation de défaut de mobilité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il éprouve la plus grande difficulté à déplacer sa focale dans l'environnement global et à développer ainsi une palette d'outils diversifiés pour faire face à des situations différentes qui sont localisées dans des sites de traitement juridique tout à fait différents les uns des autres. Ici, on a une acception de la vulnérabilité qui est franchement différente de la première. Le juriste dont je parle n'est pas nécessairement quelqu'un qui est placé en situation générale de faiblesse, mais c'est quelqu'un qui développe une approche extrêmement spécialisée, cloisonnée du droit
Et cette approche cloisonnée et spécialisée du droit va avoir un effet sur sa capacité à se mouvoir dans un environnement global. Ces deux entrées, je vais les reprendre avec des exemples que je ne vais pas travailler dans le détail, simplement ce sont des exemples connus, et je voudrais essayer de tirer quelques petites conclusions tout à fait modestes sur la manière de mettre en relation l'approche globale du droit ou l'existence de situations globales en droit et la question de la vulnérabilité. Je vais d'abord prendre deux affaires où ce sont plutôt des individus au sens ordinaire du terme qui sont placés en situation de vulnérabilité et où le droit va être mis au service d'une certaine capacité à se mouvoir dans un environnement global. Autrement dit, des personnes objectivement placées en situation de vulnérabilité vont rencontrer dans leur parcours le travail de juristes qui vont essayer d'utiliser leur mobilité dans le contexte global pour essayer de vaincre cet état de vulnérabilité. Le premier exemple que je vais prendre, c'est celui de l'affaire Édouard Lambert, qui, vous le savez, a donné lieu à une très grande saga juridictionnelle qui est arrivée à son terme, comme vous le savez tous, avant l'été dernier. En quelques mots, je voudrais prendre le dernier temps de cette chronique dramatique qu'a connue donc cette affaire célèbre, en mettant en opposition d'une part la position de la Cour d'appel de Paris et d'autre part la position de la Cour de cassation au mois de mai et de juin 2019. Je rappelle que dans le cas d'Édouard Lambert, le vulnérable est désigné, c'est Édouard Lambert, placé en situation d'état grabataire, qui est maintenu en vie parce qu'il est soigné et qui n'a pas de possibilité de sortir de l'état dans lequel il se trouve. Et face à cette situation, nous savons, des membres de sa famille se sont déchirés pour savoir s'il fallait arrêter les soins ordinaires d'Édouard Lambert ou au contraire continuer à le maintenir en vie. Face à cette situation, vous savez que différentes procédures nationales, européennes ont été intentées, très nombreuses occurrences ont eu lieu. Et il y a eu une dernière séquence en quelque sorte devant le juge judiciaire, alors que c'était plutôt du ressort du juge administratif. Devant le juge judiciaire, il y a eu une discussion à la fois devant la Cour d'appel de Paris, puis devant la Cour de cassation. La Cour d'appel de Paris, en mai 2019, a considéré, au titre de la liberté individuelle, qu'ici, il y avait une voie de fait qui justifiait son intervention, alors même que c'est de la compétence du juge administratif. Et pour asseoir sa décision, nous avons un juge qui a fait preuve de mobilité, c'est-à-dire qui s'est porté comme acteur global en allant chercher une recommandation, un avis, une décision du Comité international du droit des personnes handicapées et en essayant d'articuler son entrée voie de fait avec un élément international ou de droit international dont on sait pertinemment qu'il n'a pas de caractère contraignant. Cette situation est l'exemple que un juriste peut, en présence d'une situation de vulnérabilité, encore une fois, Édouard Lambert, jouer une carte de mobilité dans l'environnement global pour essayer de vaincre un système, le système français, qui jusqu'alors, ou en tout cas jusqu'au bout des processus qui avaient été engagés, a décidé qu'il fallait procéder à l'arrêt des soins. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le mois suivant, dans des termes laconiques mais très clairs. Ici, il n'y avait pas d'atteinte à la liberté individuelle, de sorte que la brèche voie de fait n'était pas ouverte au juge judiciaire, lequel ne pouvait donc en conséquence se référer au Comité international des droits des personnes handicapées. Donc c'est quelque chose qui montre que là, notre juriste a décidé de refuser une certaine mobilité internationale dans le contexte global. Il s'est enfermé dans son système national avec un argumentaire qui est un argumentaire de pur droit national, encore une fois, l'incompétence du juge judiciaire en l'absence de voie de fait établie.
Voilà donc une première décision qui illustre encore une fois le rapport entre le droit, plutôt le travail du juriste, et la situation d'une personne en situation de vulnérabilité. Le deuxième exemple du même acabit, même s'il porte sur une matière tout à fait différente, concerne les fameux barèmes Macron, et là encore la saga constitutionnelle, judiciaire, auquel donne lieu ces barèmes Macron. Je vous rappelle pour mémoire que ici la base juridique est une ordonnance de 2017 qui a, entre autres dispositions, décidé de créer des barèmes en cas de licenciement pour cause non réelle et sérieuse. Cette ordonnance a été soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui l'a invalidé partiellement, mais qui a validé le dispositif dit de barème Macron, du nom de son initiateur. Nous avons, à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, eu des divergences d'approche de la part des juges du fond, certains juges du fond considérant que, nonobstant la constitutionnalité de l'ordonnance, certaines de ces dispositions devaient être considérées comme contraires à des traités internationaux et notamment à la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail. Dans ce cas de figure, des juges ont saisi la Cour de cassation pour avis qui, en 2018, a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'ordonnance et les conventions internationales. Nous savons, dans la dernière actualité, que des juges du fond, Grenoble, Nevers ou Reims, pour prendre des exemples récents, ont décidé de jouer la carte de l'opposition, c'est-à-dire d'opposer l'existence de conventions internationales à l'application du texte français. Alors, si je rapporte cette séquence à mon hypothèse de travail, je suis sur le cas de figure où ici, une personne placé en situation de vulnérabilité, j'entends le salarié auquel on reproche, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire le contentieux prud'homal entourant les rapports entre le salarié licencié et son employeur, une réglementation qui cherche à contenir les dommages et intérêts de la personne considérée comme vulnérable, j'y arrive, donc le salarié, et des juristes qui vont accepter ou ne pas accepter de jouer la carte d'une certaine mobilité dans un environnement global, soit pour contrecarrer les décisions et les réglementations françaises, soit au contraire pour se conformer à ces réglementations nationales. Le jeu du juriste dans l'arène internationale consiste donc, là encore, soit à venir au soutien d'une vulnérabilité interne en jouant une carte de l'argument international, soit à préférer jouer la carte nationale et à conforter le système, quitte à aggraver, entre guillemets, un état de vulnérabilité nationale. Voilà donc deux premiers exemples de jeu, de dynamique, où en situation de vulnérabilité, considéré comme étant plutôt comme un défaut de mobilité, le juriste peut soit épouser la situation, s'enfermer dans son système et refuser en quelque sorte de faire preuve de mobilité pour jouer d'autres cartes que celles qui existent dans son système national, ou alors au contraire peut décider de jouer une carte de mobilité pour contrecarrer des solutions nationales en invoquant des arguments notamment de droit international. Ces deux premiers exemples vont permettre de passer maintenant à d'autres exemples. Je vais être plus rapide et plus schématique dans mon explication, où là, on ne part pas de situation de vulnérabilité de personnes ordinaires, la personne handicapée dans le cas d'Édouard Lambert, le salarié dans la figure du contentieux prud'homal. On va partir dans la figure du juriste, et on va se demander si le juriste, dans les rapports de force qu'il anime avec d'autres juristes, ne peut pas se placer lui-même en situation de vulnérabilité par un refus de considérer les potentialités de la mobilité dans la globalisation. Alors comme séquence, j'en ai deux en tête, mais je ne vais pas
nécessairement les développer, je vais les citer, ça parlera aux spécialistes, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Je pense à la première séquence, c'est la séquence qui est animée devant la Cour de justice de l'Union européenne sur le thème des rapports entre le système juridique de l'Union européenne et l'arbitrage international d'investissement. Le dernier arrêt marquant, un des derniers arrêts marquants sur le sujet, l'arrêt Achmea de 2018 de la Cour de justice. Je peux aussi donner l'exemple, toujours devant la Cour de justice, du contentieux des contre-limites, si j'ose dire, et notamment, je fais allusion à l'affaire Tarico, qui oppose, comme de manière récurrente, vous le savez, avec deux arrêts de la Cour de justice, un en 2015 et l'autre en 2017, une règle de prescription italienne et la défense des intérêts financiers de l'Union européenne à travers la lutte contre les fraudes à la TVA, notamment par le système Carrousel, où là on a eu un autre type de rapport de force juridique. Sans entrer dans le détail de l'argumentation de ces deux grandes affaires ou de ces deux grandes thématiques qui sont très vastes, je voudrais simplement faire 2-3 remarques sur comment on peut percevoir ou s'ouvrir à la potentielle vulnérabilité du juriste dans un environnement global. Au fond, le juriste peut considérer deux choses. Soit il peut dire qu'un arbre est un arbre, une fois pour toutes, et donc que sa vérité est établi du seul point de vue dans lequel il estime devoir se placer, avec une incapacité pour ce juriste de déplacer sa perspective. Soit notre juriste a une capacité à se mouvoir, il n'a pas cette vulnérabilité de défaut de mobilité, et il accepte de considérer que l'arbre n'est pas un arbre, mais que l'arbre est autant de représentations que l'on peut avoir de l'arbre, et si le juriste tourne autour de l'arbre, eh bien vous imaginez qu'il a plusieurs représentations possibles, de sorte qu'il peut développer plusieurs points de vue par sa mobilité, qu'il peut, le cas échéant, articuler au terme de son argumentation. Ce qui est frappant, c'est que dans ces grandes séquences, on a vraiment une opposition très forte entre des juristes qui, au fond, décident de défendre la logique d'un point de vue, et ceux qui acceptent de considérer l'existence d'une pluralité de points de vue. Pour les premiers, eh bien, le rapport de force est clivant, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est dans la juste analyse que si l'on ne développe qu'un seul point de vue et que tout ce qui est étranger à ce point de vue n'existe pas. Dans l'autre optique, l'optique de la mobilité du juriste, on a des juristes capables de comprendre que un même problème peut être analysé selon des points de vue différents et qu'une approche dynamique de ces points de vue différents peut être de nature à donner des explications d'ensemble, notamment globales, que l'on n'a pas naturellement dans des approches cloisonnées en silo. Cette alternative entre le juriste vulnérable par défaut de mobilité et le juriste doté d'une certaine mobilité et capable de développer d'autres types d'analyse est un second niveau de raisonnement qui s'ajoute au premier et qui montre que le juriste doit penser la vulnérabilité non pas seulement comme quelque chose qui est extérieur à lui-même, qu'il vient accompagner, le juriste qui vient au secours d'Édouard Lambert, le juriste qui vient au secours du salarié placé en situation de licenciement. Non, il peut aussi faire une sorte de travail introspectif et s'interroger sur sa propre aptitude à lutter ou non contre une forme de vulnérabilité, son défaut de mobilité. Je vous remercie.